Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'apprentissage des nombres en première année primaire. Donc petit avertissement pour commencer, il n'est pas question de déballer de grandes théories, il est surtout question de faire du pratico-pratique, de vous préparer au stage que vous allez effectuer durant le mois de novembre. Donc ici, idée d'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je vois souvent en visite de stage? C'est de tout ça qu'il est question dans cette capsule. Allez go, c'est parti. Mais avant de faire ce côté pratico-pratique, quand même une petite information, un petit avertissement. Les maths, ça provoque généralement quelque chose de... ça a un côté répulsif pour certaines personnes. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais je pense que j'ai des éléments de réponse et vous allez confirmer ou infirmer avec votre propre passé. Je pense que, d'une manière générale, dans la société, les mathématiques sont vues comme la clé suprême pour tester l'intelligence. C'est évidemment un tort. Je ne souscris absolument pas à cette façon de voir. Mais malheureusement, c'est souvent le cas ici. Donc, vous avez par exemple en France le bac S qui privilégie les sciences et les maths, qui est considéré comme le Saint Graal, alors que les bacs plus littéraires ou plus techniques sont considérés avec davantage de mépris. Et de ce fait-là, de ce fait qu'on mesure quelque part dans l'inconscient collectif l'intelligence de par la compréhension des maths, et je le répète, je ne suis absolument pas d'accord avec ce point de vue-là, et pourtant c'est un prof de maths qui... De par ce point de vue-là, on a amené des traumatismes chez l'enfant. Des traumatismes chez l'enfant qui ne comprenait pas immédiatement les mathématiques et qui donc étaient classés de manière totalement injuste comme bêtes. J'ai donné des leçons particulières quelquefois et chaque fois, la compréhension n'était pas du fait de la matière, mais résultait d'un traumatisme. C'est important à signaler. Pourquoi? Parce que vous avez ici la possibilité de changer la donne. En première année primaire, les enfants n'ont pas encore été catalogués. On ne devrait jamais le faire d'ailleurs, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et malheureusement, le fait de cataloguer, ça existe. En élève doué, élève pas doué, et on ne tient pas compte de toutes les intelligences, on tient compte de l'intelligence logico-mathématique uniquement, qui existe, mais qui n'est pas la seule, loin s'en faut. Donc ici, vous avez une page blanche devant vous, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Les enfants n'ont pas encore été catalogués, ils n'ont pas encore été traumatisés par des remarques acerbes. À vous de faire en sorte de faire aimer les maths par un renforcement positif, parce que les maths, c'est très utile en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va permettre de serrer les gens en tu comprends pas. Non, c'est quelque chose qui permet de comprendre tout ce qui nous entoure. L'univers parle le langage mathématique. C'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai fait des études en mathématiques. Ce n'est pour rien d'autre du tout. C'est pour essayer d'avoir le même langage que ce fichu univers qui nous entoure. Donc ici, remettons les compteurs à zéro. Vous avez forcément des préférences. Moi-même, j'en ai. Il y a des cours que je n'aime pas. Que je n'aime pas, mais qui ne me traumatisent pas. Et c'est ça la différence. On a tous le droit d'avoir nos goûts personnels. Je préfère l'histoire, j'aime pas du tout les maths. Ça, c'est clair. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous arriviez au cours de maths ou que vos élèves arrivent au cours de maths avec une boule au ventre. Ça, c'est absolument proscrit. Et vous savez, il y a eu des études sur justement cette peur, ce traumatisme lié aux mathématiques. Et on a remarqué que rien qu'en prononçant la phrase « nous allons faire un contrôle de maths », il y a des zones du cerveau qui s'activent et ces zones sont liées spécifiquement à la douleur. Donc imaginez-vous. Alors, ce traumatisme, il n'est pas fin, il est réel. À nous de faire en sorte que nous aimions ou pas les mathématiques,
à nous de faire en sorte que ce traumatisme-là n'existe plus jamais. Donc, privilégier le renforcement positif. On a tous nos rythmes d'apprentissage. Ils sont différents. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à avoir avec ça. Donc, on a nos rythmes. Alors, malheureusement, il y a des tests qui doivent d'une certaine manière confirmer ou non qu'on a passé un certain stade, mais renforcement positif et surtout présenter les maths comme quelque chose d'amusant et d'intéressant, parce que ce l'est vraiment. Et je veux passer ici les premières minutes de cette capsule à vous dire que si l'humain n'était pas intervenu d'une façon ou d'une autre en démolissant les enfants, certains enfants en tout cas, eh bien tout le monde s'amuserait et tout le monde aurait un certain don pour les maths. En fait, c'est quelque chose d'inné et de naturel. Jusqu'à un certain niveau, on va pas se le cacher. Si on doit envoyer des sondes sur Mars, là, il faut quand même dépasser le stade où, je vais dire, monsieur et madame tout le monde arrive. Mais ce n'est pas ça qu'on demande à l'école primaire ou à l'école secondaire. Ce sont là des stades où chacun peut arriver. Alors, à son rythme, mais surtout en étant réconforté et en étant encouragé. Donc je vous parlais de l'aspect naturel des choses, mais je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui l'ont fait. Et je vous parle ici des études de Karen Wynne, qui est un professeur de psychologie et de sciences cognitives à l'université de Yale. L'université de Yale, c'est quand même une des meilleures universités au monde. Et cette psychologue, elle a fait des expériences pour tester le goût et surtout l'aptitude aux mathématiques, mais elle a testé ça vis-à-vis d'enfants excessivement jeunes. Donc regardez, je ne sais pas si vous êtes familier avec la langue de Shakespeare, mais ici c'est une étude qui date de 1992 et elle s'est intéressée aux enfants qui avaient 5 mois. Donc imaginez, 5 mois, on n'est même pas en train de parler ni même du balbutier. On ne sait pas faire grand-chose en 5 mois, mais on comprend quand même pas mal de choses. Et voilà l'objectif ici de l'expérience. Donc, elle avait instauré une espèce de scène de théâtre, si vous voulez. Et ici, elle avait créé une porte vis-à-vis d'un côté de cette scène de théâtre et amené une marionnette. Donc, l'enfant est placé face à cette scène de théâtre. Madame Wynne amène une petite marionnette qui va être cachée. Vous voyez, là, il y a la cache qui s'élève et la marionnette a disparu. On amène alors une deuxième marionnette totalement identique et on la met directement derrière le cache. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a montré 2 choses aux enfants. Première chose, tout ce qui cachait disparaît et les 2 marionnettes apparaissent. L'enfant ne manifeste absolument rien comme sentiment. Il y avait une souris, on lui en a amené 2, on cache les 2 souris, on révèle les 2 souris, elles sont bien là, il n'y a rien de surprenant. Maintenant, ce qu'a fait Madame Wynne, c'est autre chose aussi. Elle a en fait semblant d'amener la deuxième marionnette, mais l'enfant a vu la deuxième marionnette qui arrivait, et à partir du moment où on révèle ce qui était caché, il n'y a plus qu'une seule marionnette. Et là, l'enfant manifeste, de par son faciès, un sentiment de surprise. Il s'attendait à voir 2 marionnettes et il n'en voit qu'une. Mais vous imaginez le concept, parce que derrière tout ça, il y a en fait l'opération 1 plus 1 égale à 2. Donc 1 pour la première marionnette qui a été placée, plus 1 pour la deuxième marionnette qui a été placée, et le total c'est 2. Dans le premier cas, ici en bas à gauche, on a bien le résultat 2, ça ne surprend pas l'enfant. Dans le deuxième cas, vous êtes ici dans l'image en bas à droite, et quelque part, votre résultat, c'est 1 plus 1 égale à 1. Et là, l'enfant manifeste une surprise. Or, il ne sait pas parler, il n'a aucune connaissance de ce que signifie 1, de ce que signifie plus. En tout cas, on le croit. Mais c'est quelque chose qui se répète. Chaque enfant
5 mois donc, et je vous répète, chaque enfant va manifester une grande surprise avec cette théâtralisation de A plus 1 égale à 1. Il ne va pas comprendre et il va le manifester de par ses mimiques. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que non seulement les nombres, c'est quelque chose de naturel, mais même les opérations élémentaires, c'est quelque chose de naturel. Notre cerveau est conçu pour ça. Et pas que. En fait, il n'y a pas que les enfants de quelques mois qui réagissent comme ça. Il faut savoir que même dans le monde animal, on maîtrise les nombres tant qu'ils restent relativement petits et on maîtrise également les opérations. Alors, je vous mets ici du moins compétent au plus compétent, même si je n'aime pas parler comme ça. Mais en fait, c'est surtout de par la domestication qu'on a pu dire si oui ou non les animaux maîtrisaient les nombres. Donc, je vous parle des lionnes, par exemple. On sait qu'entre un troupeau de 6 gnous et un troupeau de 3 gnous, elles vont choisir le troupeau de 3 gnous. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y en a moins, c'est plus facile à attaquer et donc la nourriture est davantage assurée. Maintenant, le lion, il n'est pas apprivoisé, donc on n'a pas pu faire des expériences avec lui, mais on sait qu'il va distinguer les nombres. Il distingue au moins 6 de 3. Toujours, il va aller vers le troupeau où il y a le moins de bêtes, on va dire, et il essaye d'isoler si jamais il n'arrive pas à avoir des troupeaux avec un effectif aussi faible. Donc le nombre importe pour le lion. Il ne va pas attaquer un troupeau de 26 gnous. Au niveau des abeilles, c'est pareil aussi. Là, on les observe et on voit qu'elles distinguent les petits nombres, au moins jusqu'à 5. Alors, les oiseaux, c'est certainement les animaux, bizarrement, parce qu'on prend peut-être pas ça en conscience, mais ce sont les animaux qui sont les plus doués en mathématiques. Et non seulement en mathématiques, mais dans les aspects techniques. Ils parviennent à construire certaines choses. Donc ici, vous avez le gris du Gabon qui va distinguer les nombres jusqu'à 6 au moins. Et des oiseaux comme des corneilles et tout ça, c'est excessivement intelligent. Et au moins jusqu'à 5, ça distingue les nombres. Comment le sait-on? Parce qu'on va lui demander, là on fait des expériences, tu vas avoir une récompense si tu vas taper 5 fois avec ton bec sur quelque chose, etc. Donc là, on voit que les animaux ont la conscience du nombre. Ils n'ont absolument pas le vocabulaire du nombre. Quand je dis que le cri du Gabon distingue les nombres jusqu'à 6, il ne va pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans sa tête. Mais son cerveau est formaté pour distinguer malgré tout 4 de 6. Alors les chiens sont plus doués, on va dire, mais surtout plus domestiqués. Plus on est domestiqué, plus on fait faire des choses et plus on peut faire des choses par rapport à la personne qui vous a domestiqué. Donc on sait que là, les chiens vont jusqu'à des grands nombres, entre guillemets. Et notamment, on a connu un chien qui pouvait distinguer les nombres jusqu'à 26. Mais pas simplement, il peut également réaliser des opérations, des petites additions, des petites soustractions. Donc, si on lui met ici 2 bâtons, 3 bâtons, et il est capable de dire que c'est 5, d'une certaine façon. Et enfin, comment ne pas terminer ici par l'histoire de ce cheval célèbre, le cheval Hans, dont l'humain était un prof de maths, rien n'est lié au hasard, et ce prof de maths, à sa retraite, avait décidé d'aller courir les foires avec son cheval. Et il lui avait appris non seulement à distinguer les nombres jusqu'à 100, vous imaginez, mais également à faire des opérations élémentaires. Donc, Hans, je vais te dire 3 plus 7, ça fait combien? Et Hans tapait du sabot 10 fois. Donc, le propriétaire de Hans s'est fait évidemment une fortune en allant courir les foires. Alors, il y avait quand même une petite tricherie qui a été distinguée, mais tricherie minime finalement, parce que le propriétaire de Hans, quand il lui disait qu'est-ce que ça fait 3 plus 7, le cheval ne comprend pas, évidemment, 3 plus 7,
et le maître clignotait de manière assez discrète ou faisait un geste avec son doigt pour montrer la réponse qui était de 10. Mais malgré tout, ça veut dire que le cheval était capable de comprendre le geste de son maître et de compter jusqu'à 10 et de reproduire ici le nombre 10 à sa façon, c'est-à-dire en tapant du sabot. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Parce que pour le moment, je ne vous ai rien dit de l'aspect pratico-pratique et je vais y venir immédiatement. Mais tout ça pour vous dire que les maths, jusqu'à un certain stade, c'est absolument naturel. Qu'on soit un enfant, même aussi jeune que 5 mois, qu'on soit un animal, on a notre cerveau qui est formaté pour comprendre les nombres et les opérations élémentaires. Notre cerveau n'est pas forcément formaté pour comprendre les intégrales doubles. Là, il va falloir travailler davantage. Mais pour l'apprentissage, qui va être l'objet de la première année primaire, on est formaté pour. On a tout ce qu'il faut dans notre cerveau pour comprendre. Donc, l'enfant qui ne comprend pas, attention, c'est peut-être qu'on n'a pas fait assez de renforcement positif, qu'on n'a pas proposé des activités suffisamment intéressantes pour lui ou suffisamment pertinentes. Finalement, c'est un petit peu lié au formateur dans ce cas-là. Donc, attention, renforcement positif, l'enfant comprend, il est formaté pour, pas de problème, il a ce qu'il faut dans son cerveau pour. À vous avec votre bienveillance, et je sais que vous avez tous en vous cette bienveillance, je vous ai vu en stage, donc continuez à l'avoir et vous aurez des enfants face à vous qui ne seront pas traumatisés par les mathématiques et qui les comprendront jusqu'à un certain stade, mais ce stade-là suffira jusqu'à la fin du secondaire et c'est tout ce qu'on leur demande. Alors, maintenant, j'en viens à l'aspect pratico-pratique. D'abord, d'un point de vue général. Alors, en première année primaire, on se contente de l'apprentissage des petits nombres. De quoi s'agit-il? On ne dépasse pas 20. Donc, on va apprendre tous les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ce sera l'objectif de toute l'année. Généralement, on va consacrer une semaine à l'apprentissage d'un nombre. Donc, réellement, si je veux être très pratique, comme je vous l'ai dit, c'est mon but ici, vous allez avoir un stage de 4 semaines, ce qui veut dire que vous allez devoir enseigner 4 nombres. Et ces 4 nombres, alors ça dépend évidemment d'une école de stage à l'autre, mais en général, le plus petit c'est 7, puisque vous commencez votre stage en novembre, hein, donc il y aura eu des semaines d'apprentissage auparavant, on aura déjà vu quelques nombres, votre maître de stage aura déjà appris quelques nombres à ses élèves, et certains d'entre vous vont commencer leur stage par l'apprentissage du nombre 7. D'autres seront plus loin. Le rythme d'une école de stage à l'autre n'est pas le même, on le sait. Donc certains auront le nombre 8, d'autres le nombre 9, d'autres le nombre 10, parfois le nombre 11. Je dois dire qu'en visite de stage, je n'ai jamais vu autre chose qu'une fourchette entre 7 et 11. Donc ça, c'est déjà une chose. Ce sont les nombres que vous allez devoir apprendre. Remarquez déjà mon vocabulaire. Je dis le nombre 7. Ne dites pas le chiffre 7. Le chiffre 7 sert à écrire le nombre, mais quand on détermine une quantité, on va parler de nombre. Parce que si j'étudie le chiffre 7, ça veut dire que j'étudie juste la calligraphie de 7. Et là, j'en ai pour 10 minutes tout au plus. Donc ça ne va pas remplir ma semaine. Si j'étudie un nombre, là par contre, je vais avoir beaucoup de choses à faire et ça va remplir ma semaine. Alors, il y a des choses qui se répètent d'une école de stage à l'autre. Et ces choses, c'est celles-ci. Donc, un nombre par semaine. Imaginez, vous commencez par le nombre 7, c'est votre première semaine de stage. Vous allez toujours commencer l'étude d'un nombre, donc on est souvent le lundi de la semaine, par un rituel qui est en fait une accroche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous allez raconter une petite histoire
Alors, je vais donner un exemple là par la suite. On va raconter une petite histoire qui, par le côté rituel, va faire comprendre à l'enfant, tiens, je vais apprendre un nouveau nombre, parce que c'est quelque chose qui va se répéter chaque lundi. La petite histoire. Vous savez que l'enfant de 6 ans, il est très accroché à ces rituels et la méthode en P1 se base beaucoup sur l'utilisation de ces rituels-là. Donc ici, premier rituel, le lundi matin, je vais commencer une petite histoire qui va être liée au nombre que je vais apprendre, que je vais travailler toute cette semaine. Je vous donnerai évidemment un exemple dans ce qui va suivre. Ça, c'est la première chose. Ça ne dure pas énormément de temps, c'est une dizaine de minutes, mais ça situe l'enfant « Ah, je vais apprendre un nouveau nombre. » Et quel est ce nouveau nombre? Je vais écouter madame ou monsieur qui me raconte l'histoire et je vais comprendre ce qu'est ce nouveau nombre. On va amener des activités qui vont travailler ce nombre-là toute la semaine, à différentes époques évidemment. Donc l'accroche commence le lundi matin généralement, on terminera la période avec des activités. On peut reprendre des activités toujours travaillant ce nombre-là le mardi, le mercredi, le jeudi et souvent on fait des exercices variés récapitulatifs le vendredi. Nous sommes en P1. Ça veut dire que l'enfant n'est pas attentif, n'est pas capable d'être attentif pendant 50 minutes à une même activité. C'est impossible. Il n'est pas capable non plus de rester assis pendant toute la journée. C'est inhumain à cet âge-là. Ce qui signifie qu'il faudra créer des activités qui soient à la fois courtes et variées. Qu'est-ce que j'entends par courtes? De l'ordre de 5 à 15 minutes. Pourquoi ce timing? Parce que si vous faites que des activités qui durent 2 minutes, vous imaginez, c'est créer une fatigue intellectuelle et mentale immense. Un enfant qui va tout le temps changer d'activité toutes les 2 minutes, c'est pour devenir fou. Au-delà de 15 minutes, vous perdez son attention. Donc, c'est le timing idéal de l'ordre de 5 à 15 minutes par activité. Ces activités travaillent tout le nombre étudié durant la semaine durant laquelle vous travaillez. Et comme il faut garder l'attention de l'enfant, ces activités doivent être variées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des exercices sur feuille pendant 50 minutes. Là, de nouveau, on est dans l'inhumain. On va varier les activités, on va présenter du ludique, on va présenter du corporel, on va présenter également des feuilles, donc ça, ce n'est pas interdit évidemment. Ce qui est déconseillé, c'est de ne faire que ça. On peut créer des jeux. Voilà, ça c'est une façon d'aborder l'apprentissage du nombre. On peut chanter des chansons, on peut faire des exercices corporels, on peut faire donc des exercices sur feuille. Là à nouveau, je vous donnerai des pistes assez précises. Je suis en train de voir ça d'un point de vue général ici. Donc on n'est pas encore ici dans les spécificités et les détails. Et ces activités-là, courtes et variées, j'insiste, vont travailler, alors ça c'est la théorie que j'aborde, les 4 aspects du nombre. Il y a 4 aspects du nombre à travailler durant toutes vos activités de toute la semaine. Ça ne veut pas dire que chaque activité, ça ne veut pas dire que chaque période doit travailler la totalité des 4 aspects. Je vais pouvoir, par exemple, le lundi matin, après mon rituel accroche, je vais pouvoir travailler 1 ou 2 aspects du nombre. Et puis reprendre le mardi matin avec peut-être encore un de ces aspects que j'ai déjà travaillé et puis un autre que je n'ai pas encore travaillé. C'est à vous de disperser, ça va être une salade en fait que vous allez composer vous-même. Mais il faudra que, en bilan de vendredi de l'étude de votre nombre, vous vous soyez dit « j'ai bien travaillé les 4 aspects du nombre ». Voilà. Alors pour le moment, c'est peut-être encore assez confus. Je vais aller vers le détail et notamment de ces 4 aspects du nombre. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle l'invariance. C'est à la fois important et frustrant à travailler.
Frustrant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas des masses d'activités à notre disposition pour travailler cette invariance. Je vais quand même vous donner des idées précises, bien évidemment. Mais vous allez voir que le catalogue est quand même assez limité. Mais intéressant, pourquoi? Parce que ici, travailler la variance du nombre, c'est de mettre en place des activités qui ne vont pas faire bouger le nombre. Il ne changera pas. Et ça, c'est important parce que c'est un prérequis aux opérations. Je dois avoir compris que si je fais ça ou ceci, je ne vais pas changer le nombre. Ce qui veut dire que quand je vais faire mes opérations, là, je vais changer mes nombres. Hein, une addition, ça augmente le nombre. Une soustraction, ça diminue le nombre. Et je dois comprendre que là, je vais faire quelque chose qui va amener une modification. Mais avant ça, je vais surtout comprendre ce qui ne modifie pas, ce qui ne change pas le nombre. Et c'est l'objectif de ce premier aspect qui est donc l'invariance du nombre. Comment travaille-t-on cette invariance? Essentiellement de 3 façons différentes. Selon la nature des objets, selon la position des objets et selon le contenant des objets. Je vais voir ça en détail. D'abord, la nature. L'enfant doit comprendre ici que ce n'est pas la nature des objets qui détermine leur nombre. Que j'ai 3 cailloux ou que j'ai 3 crayons, et pourtant un caillou n'a rien à voir avec un crayon, essayez d'écrire avec un caillou, vous le verrez. Donc la nature, elle est complètement différente, mais ces objets-là ont quelque chose en commun qui est d'être au nombre de 3. C'est ça, travailler la variance selon la nature des objets. Donc, comment faire? Je vais demander à l'enfant, j'aurais dénombré moi un certain nombre d'objets, donc par exemple, voilà, je sors des crayons, j'en ai 3, et je vais demander à un enfant précisément, Mélissa par exemple, va me chercher 3 objets dans la classe. Il ne sera pas question que Mélissa aille forcément me chercher 3 crayons, même si je lui ai montré le nombre 3 sur des crayons. Il sera question que Mélissa aille me chercher juste 3 objets, quelle que soit leur nature. Ça n'a aucune importance. Donc c'est ça, travailler l'invariance du nombre. Il y a à cet effet un conte qui travaille l'invariance du nombre. Hein, c'est Boucle d'or et les 3 ours. Donc c'est le nombre 3 évidemment qui est travaillé et c'est l'invariance du nombre 3 qui est travaillée. Pourquoi? Parce que tout au long du conte, quand Boucle d'or entre dans la maison des 3 ours, elle voit 3 chaises, elle voit 3 lits, elle voit 3 assiettes, elle voit chaque fois tous les objets qui sont au nombre de 3 et qui correspondent évidemment aux objets utilisés par papa, maman et fiston ours. Le lit, les chaises, les assiettes n'ont absolument pas la même nature, mais ils ont en commun d'être à 3. Pourquoi travailler cette invariance-là? Parce que vous allez voir qu'on va avoir différents stades, et je vais revenir à ça d'ici quelques minutes, et il est important de comprendre que ce n'est pas la représentation des objets ici qui est importante, c'est tout simplement le nombre qui est important. Alors, je me rends compte ici en expliquant ça que ce n'est pas forcément clair. Mais si je devais dire à l'enfant, par exemple, ça viendra par la suite, j'ai 2 crayons, j'ajoute 3 crayons, j'ai combien de crayons? Pour vous, ça ne pose évidemment aucun mystère, vous avez 5 crayons. Pour l'enfant, ce n'est pas évident et il va devoir, dans un premier temps, manipuler les crayons, donc prendre 2 crayons et puis 3 crayons ensuite. Ensuite, il va falloir qu'il les dessine, on va dessiner les crayons tels quels. On va remplacer ensuite les crayons par des gros points et vous voyez,
Ces stades-là travaillent l'invariance selon la nature. Parce qu'un gros point, c'est pas un crayon, c'est pas la même chose. Et pourtant, on va représenter les crayons par des gros points. Pourquoi fait-on ça? Mais tout simplement parce que ça prend du temps de dessiner des crayons, ça prend beaucoup moins de temps de dessiner des points. Et ce gain de temps va permettre une réflexion plus poussée. Tant qu'on en est à dessiner tout dans les détails, on n'avancera pas vite. Alors c'est un stade obligé, mais c'est un stade qu'on doit dépasser. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la position des objets. C'est très clair. Si vous enfermez des moutons dans un enclos étroit ou si au contraire vous les laissez vagabonder en liberté, ils n'auront pas le même espace à leur disposition. Est-ce pour autant que leur nombre va changer? Non, en tout cas pas immédiatement. Si vous avez une classe étroite, du point de vue de ces dimensions, avec 20 élèves, bon, c'est assez triste. Si vous les emmenez dans un gymnase qui est évidemment plus étendu, au point de vue de ces dimensions toujours, vous n'allez pas tout d'un coup avoir plus d'élèves devant vous. Donc ça, c'est une façon évidemment de le faire comprendre avec humour aux enfants. Ce n'est pas du tout l'endroit, la disposition spatiale qui va modifier le nombre. Je peux mettre les enfants en rang serré comme en rang lâche, leur nombre ne va absolument pas changer. Et puis, dernier aspect de l'invariance du nombre, ici, le contenant des objets. Et ça, on le fait souvent à travers des sacs ou des paniers, comme vous le voyez ici à travers les photos. Donc, que je mette 3 pommes dans un petit panier ou dans un plus grand panier, ça ne change pas le nombre des pommes, il y en a toujours 3. Ce n'est pas comme si j'allais en produire davantage en les mettant dans un grand panier. C'est dommage d'ailleurs, ce serait intéressant, mais ça n'est pas le cas. Donc ceci ne change pas le nombre. Donc ça, ce sont les 3 façons de travailler l'invariance du nombre. Et malheureusement, il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que je dis que c'est assez frustrant. Donc on est quand même assez limité. Vous n'avez que ce choix-là entre 3 possibilités, nature, position et contenant. Mais c'est important de faire observer à l'enfant que le nombre ne change pas. Comment le fait-on observer? En faisant compter, mais attention, là je vous mets en garde, la leçon ne doit pas tourner en une séance de comptage. C'est pas ça qu'on attend de vous. On doit le faire à un moment donné, mais surtout on doit argumenter. Donc, si vous prenez l'exemple ici de petit panier et du grand panier, alors on demande d'abord à l'enfant, tiens, est-ce qu'il va y avoir plus de pommes dans le grand panier que dans le petit panier? Oui, non, pourquoi? Mais surtout, pourquoi? On ne se contente pas, comme je le vois souvent en visite de stage, de compter, tiens, il y a 3 pommes dans le petit panier et il y en a 3 dans le grand panier. Point barre, et on n'argumente pas. Non, il faut absolument faire exprimer l'enfant, faire oraliser l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Pourquoi est-ce que je n'en ai pas plus? Comme dans la disposition spatiale, deuxième façon de travailler l'invariance, si je mets mes pommes côte à côte ou si je les éloigne, est-ce que ça va influencer leur nombre? On sait que non, mais pour l'enfant, ce n'est pas évident parce que si vous avez éloigné les pommes les unes des autres, ça va occuper plus d'espace. La ligne des pommes écartées est forcément plus grande que la ligne des pommes rapprochées. Et c'est à vous justement de jouer l'avocat du diable en disant mais regarde ici, quand j'ai éloigné les pommes, elles ont occupé plus d'espace. Donc tu es sûr qu'il n'y en a pas plus? Et l'enfant va devoir alors dire oui ou non d'abord. La plupart à cet âge-là, Piaget estime que c'est justement à l'âge de 6 ans qu'on parvient à avoir une réponse pertinente à ce genre de questions. Donc la plupart des enfants vont vous dire non madame, il y a toujours 3 pommes. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire mais oui, ok, je suis d'accord avec toi, il y a toujours 3 pommes, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que regarde, j'ai une ligne qui est plus grande avec les pommes qui sont écartées. Et en fait, on attend de l'enfant qu'il ait un raisonnement du type oui, mais il n'y avait pas de vide entre les pommes pour la ligne rapprochée et il y en a un pour la ligne écartée.
Et c'est ce vide-là qui n'influence pas sur le nombre. Alors, l'enfant ne va pas s'exprimer comme ça, il va s'exprimer avec ses propres mots, mais c'est l'idée ici que je dégage. L'enfant va devoir exprimer avec ses propres mots le fait qu'on a créé du vide et ce vide n'influence pas le nombre. Le vide n'a jamais produit une pomme supplémentaire. Donc ça c'est le premier aspect, invariance du nombre. En général, on travaille directement cette invariance après l'accroche. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est assez simple à travailler, qui prend généralement peu de temps et surtout qui est lié directement au rituel. On travaille juste le nombre ici et c'est tout, et ce qui ne va pas changer le nombre. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'aspect cardinal. Et là, on répond à la question combien y a-t-il d'objets? Ce qui signifie que je vais devoir compter ou dénombrer le nombre d'objets. Donc je vous ai mis un exemple typique. Nous avons un aquarium et on va compter les poissons. Alors, vous l'avez fait évidemment. Vous en trouvez 5. Eh bien, 5, c'est le nombre de poissons, c'est-à-dire que c'est la quantité. Vous travaillez alors l'aspect cardinal du nombre 5. Il s'agit de compter, de dénombrer, de dire combien. Là, on peut travailler cet aspect cardinal de beaucoup de façons. En général, c'est ça qui prend le plus de temps en pourcentage par rapport aux activités de la semaine. Autant la variance va être travaillée en première intention et puis on va plus trop y revenir, généralement, autant l'aspect cardinal va généralement être travaillé durant toutes les sessions, toutes les séances de la semaine. De différentes façons, hein. Donc ici, je vous ai mis un dessin avec du concret, on va y revenir, et c'est une façon de le faire. Mais on peut aussi travailler l'aspect cardinal de différentes façons. Et justement, comment travailler l'aspect cardinal? Par différentes choses, hein. Donc, vous avez la possibilité d'activités manuelles. Qu'est-ce que j'entends par là? Exemple, je travaille le nombre 4. Eh bien, je fais faire des colliers avec 4 perles d'une couleur et 4 perles d'une autre couleur. C'est une activité manuelle. L'enfant a l'impression de jouer. Il est en train de réaliser un collier avec des perles. Mais en fait, il est en train de compter puisqu'il doit déterminer le nombre de perles d'une certaine couleur qu'il va mettre sur son collier. Donc, sans s'en rendre compte, il va travailler le nombre 4 et surtout travailler l'aspect cardinal du nombre 4 de par la création de son collier de perles. Donc, c'est une possibilité d'activité. Un autre type d'activité, ce sont les activités sociales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par exemple un jeu du petit magasin. Donc ici, vous créez un petit magasin, il y a un vendeur, il y a un acheteur, et les prix sont par exemple notés avec des gros points. Tiens, vous avez une banane ici, qu'elle soit en plastique ou réel, et elle coûte 4 gros points. Et donc ça, c'est le vendeur qui a affiché ses prix avec 4 gros points. Et l'acheteur a des faux billets, évidemment, où sur ces billets, il y aura un certain nombre de points. Des billets avec 3 points, des billets avec 5 points, des billets avec 4 points, etc. Il doit payer avec le billet correspondant. Donc, il doit aller chercher le billet avec 4 points. Donc là, vous avez 2 enfants qui sont en train de travailler, d'où l'activité sociale, 2 enfants qui sont en train de travailler l'aspect cardinal du nombre 4. On peut également organiser des activités corporelles. Qu'est-ce que c'est ça, des activités corporelles? Le nom le dit bien, on est en train de jouer avec son corps. Donc, on peut par exemple organiser une espèce de petite chorégraphie dans le gymnase. Vous allez avancer de 4 pas. Vous allez sauter 4 fois en l'air. Vous allez taper 4 fois dans vos mains. Donc, l'instituteur, ici l'institutrice, donne les consignes. Les enfants obéissent.
et obéissent évidemment aux consignes en faisant jouer leur corps. Ça permet de se défouler, ça permet de sortir du local classe, ça fait du bien à tout le monde et surtout ça travaille le nombre 4 que vous êtes en train de travailler ici, hein. Donc je saute 4 fois, je dois compter évidemment jusqu'à 4. C'est l'aspect cardinal qui est travaillé. Comment ne pas aborder l'aspect jeu ici? Oui, c'est quelque chose, évidemment. On peut organiser un jeu de bataille. Donc, si vous voyez le nombre 7, par exemple, vous gardez les cartes jusqu'à 7, puisque si 7 est l'objet de l'apprentissage, forcément 6, 5, 4, etc. auront été vus auparavant. Donc, pourquoi pas un jeu de bataille, ici uniquement avec les premières cartes jusqu'à 7. On rappelle évidemment les règles du jeu, hein, peut-être que tous les enfants ne connaissent pas. On peut organiser aussi un jeu de loi. Pourquoi? Parce que là, vous devez lire les gros points sur un dé. Dès que vous jouez avec un dé, vous avez forcément les gros points, ce qu'on appelle des schèmes. Le dé ne va que jusqu'à 6, hein, donc si vous travaillez le nombre 7, il va falloir avoir un petit peu plus d'imagination qu'avec un seul dé. Mais c'est une façon de faire. Et enfin, vous avez la possibilité des comptes. Il y a beaucoup de contes qui tournent autour de certains nombres, à croire d'ailleurs qu'ils ont été réalisés pour ça, je ne sais pas. Un prof de français aurait certainement une idée plus pertinente que la mienne. Mais si j'en viens au nombre 7, vous avez Blanche-Neige et les 7 nains, par exemple, le loup et les 7 chevreaux. Vous avez le petit Poucet et ses 7 frères. Enfin, vous avez à chaque fois la possibilité de travailler le nombre à l'aide de comptes qui, en même temps, peuvent faire office de leçons de français également. Donc, comme ça, c'est bien, on fait de l'interdisciplinaire. Je vous mets toutefois en garde, hein. Je vous ai dit, on commence le rituel de l'apprentissage du nombre par une petite histoire en général, et je vois trop souvent des stagiaires qui cèdent à la facilité et se disent « Tiens, mon rituel, je vais lire Blanche-Neige et les 7 nains si je veux commencer l'apprentissage du nombre 7. » Je ne peux pas dire que c'est faux. Je peux dire que ça manque cruellement d'originalité. Alors, non seulement c'est pas original, chaque année, je vois un nombre invraisemblable de Blanche-Neige et les 7 nains. Bon. Dès que c'est le nombre 8, c'est Gypsy l'araignée et ses 8 pattes. Enfin, je pourrais vous dire comme ça ce que je vois régulièrement en visite de stage. C'est pas faux, ça fonctionne. Mais soyez plus créatifs que ça. Surtout vous, je vous connais. Soyez plus créatifs que ça, quoi. C'est dommage de commencer par ça. Et en tout cas, même si vous décidez de le faire, attention, ce n'est pas une leçon de français. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas passer 25 minutes à faire ce rituel de lire un conte et que finalement, oui, ok, on passe 25 minutes à écouter une histoire alors que l'objectif était d'apprendre un nouveau nombre. Est-ce qu'on a vraiment appris le nouveau nombre 7 en écoutant Blanche-Neige et les 7 nains pendant 25 minutes? Ce n'est pas interdit du tout, mais je vous le conseille pas en approche. Je vous le conseille plutôt un vendredi après-midi, quand les enfants sont fatigués, on termine l'apprentissage par quelque chose comme ça d'interdisciplinaire, où on va écouter un conte, mais faut pas en faire une habitude non plus. Créez vos propres histoires, c'est nettement mieux. Bon, après l'invariance, après l'aspect cardinal, voilà le troisième aspect qui est l'aspect ordinal. Cette fois-ci, il est question de position. Je dois situer un nombre par rapport à ses voisins. Est-ce que je suis avant eux ou après eux? Donc là aussi, hein, nous avons des activités bien précises. Regardez ici le petit Poucet et ses frères. Chacun est né dans un certain ordre. Il y a l'aîné et puis le deuxième, le troisième, etc. Remarquez d'ailleurs le vocabulaire que j'utilise. Pour l'aspect cardinal, on va dire 5, 6, 7. Pour l'aspect ordinal, on va dire 5e, 6e, 7e. Il y a le yème qui situe la position. Ce sont
Des activités, ça pour travailler l'aspect ordinal, alors qu'on peut faire d'une manière très précise, hein, comme l'histoire ici du petit Poucet et de ses frères. Souvent d'ailleurs on fait un train de nombres, regardez ici la photo en dessous. Donc vous avez des wagons ici avec des animaux, hein, un animal par wagon. Et on peut demander à l'enfant, tiens, la poule se trouve par exemple dans quel wagon? Ou va me chercher l'animal qui se trouve dans le deuxième wagon. Attention ici, il y a deux petits pièges avec l'aspect ordinal. Le premier, c'est qu'il faut donner un ordre de comptage. Est-ce que je commence par la gauche ou par la droite? Alors, comme la gauche et la droite ne sont pas maîtrisées généralement par les enfants de 6 ans, on ne dira pas on commence par la gauche et par la droite, mais on mettra un indice pour dire qu'on commence par. Donc ici, l'indice, c'est manifestement le tracteur. Donc on va commencer ici par le wagon qui est le plus proche du tracteur, qui sera forcément le premier, et puis le suivant sera le deuxième, etc. Tracteur ou bien flèche, tout simplement. Si vous n'avez pas envie de dessiner un tracteur, vous pouvez vous contenter des wagons et mettre une flèche qui va de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche en disant « je commence par compter dans ce sens-là ». Mais en tout cas, il faudra que ce soit clair. Sinon, vous allez pédaler dans la semoule avec votre activité. Il y a des enfants qui vont commencer par la droite et d'autres enfants qui vont commencer par la gauche. Donc, les réponses seront différentes. Ce qui est d'ailleurs une richesse. Si vous faites cette activité-là, vous pouvez effectivement faire remarquer à l'enfant, tiens, si je commence par la droite ou si je commence par la gauche, je ne porte pas le même numéro. Donc ici, si je commence à compter par la gauche, comme l'indique le dessin, ma poule va être dans la 4e position, mais si je commence à compter par la droite, ma poule aura la 2e position. Voyez, donc ce sont des choses à faire remarquer à l'enfant, ça, que le sens de comptage est important quand on travaille en tout cas l'aspect ordinal. Donc ça, c'est la première mise en garde. Mettez bien d'une façon claire et évidente le sens de comptage. Deuxième remarque, attention au nombre 0. Vous voyez qu'ici, on a attribué le 0 au tracteur. Je dis danger. Parce que le 0, quand on travaille le nombre, il est dangereux, Est-ce que vous commencez à compter à partir de 0? Non. Vous commencez à compter à partir de 1. Vous dites 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant, le 0, il est nécessaire. Il est là pour dire il n'y a rien. Mais quand on compte, on commence à partir du 1. Donc, à vous de discuter avec votre maître de stage, mais attention à ce 0. Il est là juste pour signifier le vide, le néant, l'absence d'objet. Il n'est pas là pour entrer dans le comptage. Alors, dernier aspect, le 4e, donc, c'est la décomposition du nombre. Je vais partir d'un nombre, attention, c'est important. Donc, je pars du nombre, le nombre que je suis en train d'étudier, et je vais analyser comment le reconstituer. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle les maisons 2. Vous voyez ici 2 exemples, la maison de 2 et la maison de 3. Comment reconstituer ça? Comment décomposer le nombre 2? Comment décomposer le nombre 3? Alors, il faut du dichotomique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 2 couleurs différentes, par exemple. Donc, vous voyez ici, il y a jaune et il y a vert. C'est toujours un ou l'autre. C'est ça le dichotomique. Il n'y a que 2 possibilités. Donc ici, les 2 possibilités, c'est jaune et vert. Pourquoi? On va donner à l'enfant les petits cubes jaune et vert et on va lui dire reconstitue à partir de tes cubes jaune et vert le nombre 2. Quelles sont les différentes possibilités? Soit j'ai 2 cubes jaunes, soit j'ai 2 cubes verts, soit j'ai un jaune et un vert. L'air de rien, ça, on est en train de préparer tout doucement l'addition. Alors, à nouveau, à discuter avec votre maître de stage. Certains maîtres de stage vont déjà parler de l'addition à ce moment-là, d'autres non. Suivez les indications qu'on vous donnera. Pourquoi prépare-t-on l'addition? Parce que ici, si je décide par exemple d'associer la couleur jaune au premier terme et la couleur verte au deuxième terme, je vais en fait traduire par la première ligne que 2, c'est 2 plus 0.
Pourquoi? Parce que 2 pour jaune et je n'ai pas de vert, donc 0. Donc 2, c'est 2 plus 0. La deuxième ligne vous dira que 2, c'est 0 plus 2, parce que vous n'avez pas de jaune et que vous avez 2 verts. Et la troisième ligne vous dira que 2, c'est 1 plus 1. Donc on prépare l'addition, mais on ne réalise pas des additions. On ne les fait pas encore à ce moment-là, même si on peut écrire que 2, c'est 2 plus 0, c'est 0 plus 2 et c'est 1 plus 1. On peut l'écrire, mais on ne réalise pas l'addition. Donc on n'est pas en train de dire à l'enfant 1 plus 1, ça fait combien? Non, c'est à travers la maison qu'on voit que 2, donc vous voyez, on donne la réponse. Hein. C'est ça qui différencie la décomposition d'une bête addition. On donne la réponse, on dit que 2, c'est 1 plus 1. On ne demande pas 1 plus 1, ça fait combien? C'est ça la différence. La maison de 3, ben, vous voyez, c'est évidemment du pareil au même. Hein. Vous avez 2 couleurs, donc on a chaque fois 3 cases à remplir avec ces cubes. Donc soit on met 3 cubes d'une même couleur, qu'elle soit jaune ou qu'elle soit verte, soit on met 2 cubes d'une couleur et un cube de l'autre couleur. Ce sont les seules possibilités, vous n'en avez pas d'autres. Mais ça va amener le fait que 3, c'est 3 plus 0, c'est 0 plus 3, c'est 2 plus 1 ou c'est 1 plus 2. On peut faire ça avec les maisons. Je l'ai également vu faire avec des coccinelles et pourquoi pas. Donc sur les ailes ici vous mettez des petits points. De nouveau à 2 couleurs, hein. Toujours cette dichotomie. Donc ici les 2 couleurs c'est rouge et c'est bleu. Et on donne les petites pastilles, la bleue et rouge aux enfants en disant bah, tu vas mettre les pastilles rouges sur la partie rouge de la coccinelle et les pastilles bleues sur la partie bleue de la coccinelle. Je veux en tout cas que cette coccinelle, elle ait 5 points au total. Et on va récolter toutes les informations, toutes les propositions des enfants. Donc, certains enfants auront mis 3 points rouges et 2 points bleus, d'autres auront mis 2 points rouges et 3 points bleus, et je vous laisse évidemment voir toutes les possibilités. Tout ça, vous voyez, là, ça j'ai pris ça évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais cet instituteur-là préparait déjà l'addition en disant j'ai 3 points rouges, donc je mets un 3 en rouge, j'ai 2 points bleus, donc je mets un 2 en bleu, et le fait de les rassembler, ça va donner 3 plus 2. Mais il n'est pas en train de mettre égal à 5. 3 plus 2 égale, il ne met pas. Il dit tout simplement que 5, donc il part de la réponse, 5 c'est 3 plus 2, c'est aussi 2 plus 3, c'est aussi 1 plus 4, etc. C'est ça qui fait travailler la décomposition du nombre. Alors je vous ai dit qu'il y avait différents stades. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué en fait. Non seulement vous allez varier les activités, vous avez déjà 4 aspects à travailler, donc je les reprends avec vous. Invariance, cardinal, ordinal, décomposition. En général, on commence par l'invariance et on n'en parle plus trop durant la semaine, mais rien ne vous empêche de la retravailler à nouveau. Il n'y a pas de règle établie ici, vous êtes vraiment libre, vous êtes maître à bord. En général, cardinal et ordinal sont travaillés à peu près tous les jours. Et c'est en fin de semaine qu'on commence à travailler la décomposition, parce que là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais quand on va travailler le cardinal, par exemple, on va le travailler à peu près tous les jours. On va pas travailler de la même façon. Donc, non seulement on va le travailler en proposant des exercices corporels, des exercices liés au jeu, des exercices liés aux arts. Donc, on va le travailler comme ça de différentes façons. Mais surtout, on va amener un stade ici de progression. On va aller du plus concret au moins concret. Donc, on va toujours commencer par la manipulation. L'enfant manipule les objets. Donc, que ce soit lié à l'aspect cardinal ou à l'aspect ordinal ou à tout autre aspect, il va d'abord manipuler. C'est-à-dire vraiment, le mot le dit bien, prendre avec ses mains les objets. Puis, il y aura un deuxième stade qu'on dit concret. C'est-à-dire que j'ai manipulé des crayons précédemment, je vais dessiner des crayons sur ma feuille. Donc là, stade concret, semi-concret et abstrait, on est grosso modo avec des feuilles et uniquement des feuilles, mais pas seulement. Donc le stade concret, c'est de dessiner les objets tels quels.
Donc, j'ai manipulé des crayons, je dessine des crayons. J'ai manipulé, je ne sais pas moi, des pommes de pin, je dessine des pommes de pin. C'est vraiment ici transposer. On va guider le cerveau de l'enfant vers l'abstraction et progressivement. Donc, de la manipulation au stade concret, puis au stade semi-concret. Donc là, on ne dessinera plus les crayons parce que ça prend beaucoup de temps. Si on s'était arrêté à dessiner des crayons tout le temps, je ne sais pas au stade mathématique auquel on serait arrivé, mais en tout cas, on ne serait pas loin et certainement, on n'enverrait pas de sonde sur Mars. Donc, ce temps-là, il est trop précieux que pour le perdre à dessiner. Donc, on va remplacer le dessin des crayons par des dessins des gros points. C'est ce qu'on appelle des schèmes. Et c'est le stade semi-concret. Il y a toujours le nombre qui est respecté, 3, mais ce n'est plus le même objet. Ce ne sont plus des crayons. Ça représente des crayons, mais ce ne sont plus des crayons. Et ça, typiquement, c'est uniquement si l'enfant maîtrise l'invariance du nombre par nature. Les points ne sont pas des crayons, mais ils représentent le même nombre. C'est l'avantage de travailler l'invariance du nombre. C'est pour arriver à ce stade-là qui va vers l'abstraction. Donc, stade semi-concret, les gros points. Et puis enfin, une fois que c'est maîtrisé, stade abstrait, on écrit le chiffre 3. Et là, je parle de chiffres. Voilà. Donc, l'écriture, c'est par rapport à un chiffre. Et bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec la quantité, simplement, on aura toujours dans notre tête que ce chiffre 3 est le symbole abstrait de j'ai 3 crayons, ou j'ai 3 gros points, ou j'ai manipulé 3 crayons. Donc bien sûr, là, vous n'avez pas trop le choix. Je veux dire, il faut commencer par la manipulation, poursuivre avec le stade concret, continuer avec le stade semi-concret et terminer par le stade abstrait. Ce qui n'empêche pas de faire des exercices de calligraphie très tôt. Mais par contre, écrire le 3 par rapport à un raisonnement mathématique, ça viendra enfin. Avant de passer à des choses vraiment concrètes, là, des activités auxquelles j'ai pensé pour vous, je vous signale qu'il existe également des espèces de rituels que vous allez trouver dans certaines écoles de stage et notamment ce qu'on appelle les boîtes de nombres. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. C'est un matériel donc qui consiste en des boîtes, le nom le dit bien, mais un matériel qui sera mis en évidence toute l'année à la vue de tous les enfants. Donc, généralement, c'est sur un mur, une armoire. Vous voyez ici, c'est une armoire qui a fait office d'accroche boîte à nombres. Donc, vous avez des boîtes ici avec toutes les écritures des nombres. Donc, vous voyez ici, regardez la première boîte. Vous avez ici l'écriture concrète avec le pouce, un doigt élevé en l'air. Vous avez l'écriture semi-concrète avec le gros point. Et enfin, l'écriture abstraite avec le 1. Alors, même chose évidemment pour les autres boîtes de nombres. Vous voyez deux doigts levés, concrets, point semi-concret et le 2 écrit avec un chiffre, donc abstrait. Même chose avec le 3. Et ce sont des boîtes qu'on fait vivre au fur et à mesure de l'année. Donc, par exemple, un enfant va fêter son anniversaire. À cet âge-là, maman a fait un gâteau ou a acheté un gâteau, fournit les bougies, tout le monde mange, on s'amuse bien et on souffle les bougies. Et les bougies, une fois qu'elles ont été soufflées, qu'en fait-on? Si l'enfant vient d'avoir 6 ans, tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas ça dans une boîte de nombres? Et évidemment, on met dans la boîte du nombre 6. Si un enfant a trouvé un marron et qu'il est tout fier de vous le montrer, tiens, j'ai trouvé un marron, oui, c'est magnifique. Alors déjà, on dit ce que c'est, marron, etc. Donc, le vocabulaire est toujours bon à prendre. Mais une fois qu'on a fait ce petit débat-là, on va mettre le marron dans la boîte 1, puisque ce marron était unique. Si jamais ils sont au nombre de 3, on met les 3 marrons dans la boîte à nombre 3. Donc c'est quelque chose qu'on fait vivre ça, on va garder ça tout au long de l'année en visuel, parce que comme ça l'enfant a sous les yeux en permanence les différentes écritures du nombre,
ce qui est évidemment fort intéressant, mais en plus, il peut amener une certaine vie dans ces boîtes de nombres avec les différents événements qui se passent au sein de la classe. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il y a différents jeux aussi qui permettent de travailler ces nombres. Hein. Donc pas seulement des boîtes de nombres ici, mais différents jeux, mais ça, je les mets plutôt vraiment dans les jeux activités et je n'en parle pas ici. Pour terminer, quelque chose quand même qui va vous intéresser au premier chef aussi, pour terminer avant de faire des exemples concrets, il y a des feuilles d'exercice malgré tout. Hein. Je vous ai dit qu'il fallait varier les plaisirs, on fait des exercices corporels, on fait des exercices manuels, on fait des exercices de jeux de société, etc. Mais à un moment donné, il va falloir stabiliser les acquis avec des feuilles d'exercice. Voilà à quoi ressemblent des feuilles d'exercice de première année primaire. Alors, c'est pas moi qui les ai réalisées, hein, j'ai pris ça sur enseignant.be. Et comme vous voyez, ça travaille le nombre 8. Vous voyez que les consignes sont toujours très courtes, parce qu'un enfant commence à savoir lire, mais ne sait pas encore vraiment lire. Donc, très très court. Je vais ici disséquer un petit peu les différentes activités et les différents exercices qui ont été proposés dans ces feuilles, qu'il faudra faire aussi. Hein. Vous ne pourrez pas y couper sur toute votre semaine d'apprentissage. Il faudra des feuilles. On stabilise les acquis comme ça. Donc, vous avez par exemple, première consigne, colorie 8 objets. Alors, il va falloir que, tout doucement, vous vous rappeliez ce qu'on vient de voir ensemble et que vous situez lequel des aspects vous êtes en train de travailler ici et à quel stade vous en êtes. Donc ici, je vais faire le premier exemple. Colorie 8 objets, ça veut dire que je vais devoir compter 8 objets afin de les colorier. Si je compte, je fais du cardinal. Donc c'est l'aspect cardinal que je suis en train de travailler ici. À quel stade suis-je? J'ai dessiné les objets tels quels. Je les ai représentés tels qu'ils sont dans la réalité. Donc, je suis au stade concret. Donc, dans ma préparation, je noterai, je ne dirai pas aux enfants, évidemment, les enfants, on va faire de l'aspect cardinal. Non, bien sûr. Mais dans ma préparation, je noterai, je travaille l'aspect cardinal, stade concret, pour ce premier exercice. Deuxième exercice, dessine 8 flocons de neige. Donc là aussi, je vais devoir les compter pour pouvoir les dessiner. Aspect cardinal. Comme je vais les dessiner tels quels, ou en tout cas je vais essayer, c'est à nouveau le stade concret. Troisième consigne, complète pour faire 8. Donc vous voyez, il y a 3 bonshommes de neige. Je vais devoir compter pour faire un total de 8. Ce qui veut dire que c'est à nouveau l'aspect cardinal. Bon, sur feuille, on ne va pas se le cacher, c'est toujours soit l'aspect cardinal, soit l'aspect ordinal. C'est très rare qu'on travaille les deux autres aspects sur feuille. Mais pas impossible. Donc ici, troisième consigne, complète pour faire 8. Aspect cardinal, à nouveau, comme les bonshommes sont réellement dessinés, représentés, je suis au stade concret. Ici, c'était des feuilles de révision, on va dire, hein, des feuilles de bilan. Nous sommes le vendredi, on a appris le nombre 8 et on va aller un petit peu pêcher partout ce qu'on a appris durant la semaine. Alors, quatrième consigne, vous voyez des ensembles ici, complète les ensembles pour faire 8. Donc là aussi, hein, complète pour faire 8. Finalement, la consigne est la même, c'est donc l'aspect cardinal. On dessine les objets tels quels. Nous sommes au stade concret. Dernière consigne sur cette feuille, complète le train de nombres. Alors, donc, qui dit train de nombres dit forcément l'aspect ordinal. Vous avez installé un ordre, et ça à travers la locomotive. La locomotive signale qu'on va commencer à compter à partir du wagon qui est directement attelé à la locomotive. Et si ce n'est pas assez clair, l'institutrice qui a fourni ce document a mis un nombre 10 pour le dernier wagon. Donc là, il y a deux indicateurs pour dire on commence à compter à partir de la gauche. Et l'enfant donc est invité à compléter ici ce train de nombres. Alors on travaille l'aspect ordinal évidemment, hein, ça je crois que j'ai assez insisté là-dessus. Et à quel stade sommes-nous?
vous voyez bien, avec la petite affiche ici, on est en train de compléter, on doit écrire ici les nombres d'un point de vue abstrait. Donc, c'est le stade abstrait. Colorie le chiffre 8. Donc ici, c'est un exercice de calligraphie. Ça, on va simplement reconnaître la calligraphie du chiffre 8. Donc on n'est pas dans un stade, enfin si on est dans un stade abstrait, mais on n'est pas dans un aspect particulier. C'est juste reconnaître ici le chiffre 8, c'est plus de la calligraphie. Maintenant, si vous devez installer ça dans un aspect, c'est l'aspect cardinal ici qui est en jeu. Place les voisins de 8. Donc vous voyez, il y a 4 chalets ici avec des numéros qui sont dessinés. Donc il y a le 8 qui est dessiné, bien évidemment, et il y a le 10 également. Pourquoi? Parce que les voisins d'eux, on travaille l'aspect ordinal. Je suis avant, je suis après. Et il faut situer un sens. Si l'institutrice n'avait placé que le 8, il y aurait eu des confusions. Est-ce qu'on commence à compter à partir de la gauche ou à partir de la droite? Mais le 10 fixe les idées. Ça, c'est important. Donc, l'enfant est amené à compléter alors que le petit chalet là, qui est une église d'ailleurs, je pense, à l'extrême gauche aura le numéro 7 et celui entre 8 et 10 aura forcément le numéro 9. Nous sommes, alors l'enfant doit écrire les nombres tels quels, donc c'est le stade abstrait, mais sur un stade concret également, puisque ce sont les chalets qui ont été représentés. Et bien sûr, ça c'est l'aspect ordinal, on est bien clair. Quatrième consigne de cette deuxième feuille, compare 8. 8 par rapport à d'autres nombres. Est-ce qu'il est plus petit, plus grand ou égal? Donc ici, on est en plein au stade abstrait ici, parce que vous n'avez rien comme dessin. Ce sont des nombres qui ont été écrits. Et en disant plus grand, plus petit ou égal, vous êtes en train de le situer par rapport à des voisins. Donc ici, c'est l'aspect ordinal qui est travaillé. Même chose pour la consigne 5, colorie le 8e sapin en vert. Donc là, le 8e, ça le dit bien, c'est une position qu'on va déterminer. Donc, aspect ordinal. Les sapins ont été représentés tels quels, stade concret. Et vous voyez, la flèche là est là pour indiquer le sens de comptage. Important, sinon ça aurait mené à un chaos. Même chose pour la consigne 6, colorie le 8e flocon en jaune. Donc, stade concret puisque les flocons sont représentés tels quels. Aspect ordinal, bien sûr, 8e, et sens de la flèche qui signifie votre sens de comptage. Et enfin, la dernière consigne, colorie 8 objets, donc stade concret puisque les objets ont été représentés. Colorie 8, on doit les compter, aspect cardinal. J'espère que vous avez déjà les idées un petit peu plus claires, même s'il y a beaucoup d'informations et que tout se mêle peut-être dans votre cerveau. Alors, pour remettre un petit peu d'ordre, j'ai pensé durant quelques minutes à si moi je devais partir en stage, qu'est-ce que je ferais comme activité? Et imaginons, on m'impose l'étude du nombre 7. Voilà, je commence ma semaine, étude du nombre 7, comme je ne supporte pas Blanche-Neige et les 7 nains, pour les raisons que je vous ai déballées. Je vais commencer, donc ce sera mon rituel accroche, par une petite histoire personnalisée autour des noix trouvées dans le jardin. Donc, il ne faut pas chercher bien loin, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On ne va pas faire de vous un Camus ou un Sartre. Donc, c'est une petite histoire, tout simplement, qui relève de la vie de tous les jours, mais qui peut intéresser l'enfant. Pourquoi? Parce que je peux amener ma petite histoire. Alors, je ne l'ai pas écrite, ma petite histoire. Je compte sur vous pour le faire de manière théâtrale, intéressante et d'une histoire surtout qui a un sens pour l'enfant. Il suffit d'avoir un jardin. Pourquoi moi j'ai pensé à ça? Je suis en train d'enregistrer cette capsule, je suis chez moi et je regarde par ma fenêtre et j'ai 2 noyers, voilà, c'est comme ça. Et ils sont en train de commencer tout doucement à perdre leurs noix.
Et je sais qu'il y a des petits écureuils dans mon jardin qui vont faire des provisions pour l'hiver. Voilà, c'est ça mon histoire. Un écureuil est venu faire des provisions pour passer son hiver. Il est venu ramasser mes noix qui sont tombées. Et en fait, pour ne pas qu'on les lui prenne, il les met dans des caches. Donc ça, c'est tout à fait vrai, hein. C'est la nature. Je me suis juste inspirée de la nature ici. Et j'ai découvert une de ces caches. Bon, ça, c'est pas vrai, mais je peux le raconter aux enfants. J'ai découvert ici une de ces caches, hein, et j'ai pris les noix que mon écureuil a cachées. Donc, je raconte mon histoire avec, voilà, j'ai des arbres dans mon jardin qui portent des noix. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ces arbres? Hein, occasion d'introduire le vocabulaire. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui mangent ces noix? Oui, non, lesquels? Ben, moi, dans mon jardin, ce sont des écureuils. Donc, vous voyez, vous faites participer l'enfant aussi, hein, et vous lui apprenez des choses de la nature. C'est mieux que Blanche-Neige et les Sept Nains. Il y a peu de chances de rencontrer Blanche-Neige et les Sept Nains dans la nature, hein. Et donc, je montre les noix, tout simplement, et je dis que j'ai découvert la cachette ici des noix pour que mon petit écureuil puisse avoir des provisions pour l'hiver. Bien sûr, je rassure les enfants, j'ai pris les noix, mais je vais les remettre dans leur cachette dès que la leçon sera finie. Et tiens, ça m'intéresse de savoir combien de noix, et je les ai mises dans un sac, combien de noix l'écureuil ici a caché dans cette cachette-là pour ses petites provisions. Et ce que je fais alors, je demande aux enfants de compter avec moi, je sors les noix une par une de leur sac. Alors les enfants, j'ai combien de noix là? J'ai trouvé combien de noix dans cette petite cachette de mon petit écureuil? 1, 2, 3, comptage collectif, et j'arrive à un total de 7. Et je garde les 7 noix autour sur ma table. Alors déjà, petite précision, en général ce rituel, cette accroche, se déroule autour d'une table de manipulation. Donc ça, c'est assez spécifique à la P1. On rassemble tous les enfants autour d'une grande table qui sera appelée la table des manipulations et on fait ces manipulations collectives, c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là, sur cette table-là. Donc, je raconte ma petite histoire sur cette table, je veux dire, je suis à côté de cette table, les enfants aussi, et je pose mon matériel, c'est-à-dire mon sac avec mes noix que je sors donc une par une de mon sac et que je pose sur la table de manipulation. Je décide de travailler la variance de 7. Et pour ne pas trop me fatiguer, parce que vous allez voir que c'est très fatigant au niveau du matériel, vous n'allez pas faire d'erreur matière en principe, hein, en première année, c'est pas possible. Mais par contre, vous allez être épuisé avec le matériel à travailler ici et à apporter en classe. Donc, j'essaye de trouver, vous voyez, avec mes noix là, j'essaye de trouver un matériel, qui ne me demande rien comme préparation, qui ne me demande rien comme investissement financier, et que j'ai directement, ça m'a coûté exactement 1 minute d'aller les ramasser dans mon jardin. Donc, et c'est pas mal finalement. Pourquoi mettre du matériel en plastique bien cher? Non, prenez du matériel naturel, c'est tellement mieux. Alors, je vais réutiliser ce matériel-là pour travailler l'invariance du nombre 7. Comment vais-je faire? Tout simplement, eh bien, je vais dire, vous avez compté avec moi, on a 7 noix. Mais j'ai également trouvé dans mon jardin d'autres objets. Et ces autres objets, ce sont des pommes de pin. Photo prise ce matin, hein, les gars, je me suis vraiment décarcassée pour vous. Donc ici, j'ai trouvé des pommes de pin. Tiens, il y en a combien? Et de nouveau, on va les compter une par une. Ah, il y en a 7. Nous, notre œil est habitué, hein, nous n'avons pas besoin de compter. Comme je reviens ici à mes animaux du début, comme les corneilles, les chiens n'ont pas besoin de compter. Ils savent directement qu'il y en a 7. Mais les enfants, généralement, n'ont pas encore cette habitude et ils vont devoir compter un par un. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 pommes de pin. Et là, on commence alors la discussion. Oh, tiens, j'en ai 7 aussi. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Si, ça me rappelle les 7 noix. Pourtant, pommes de pin et noix, est-ce que c'est la même chose? Faites rire les enfants. Vous allez manger les noix, mais est-ce que vous allez manger les pommes de pin ou non? Ha ha ha. Bon. Et pourtant, c'est la même chose. C'est le même nombre.
vous travaillez l'invariance selon la nature des objets. Et pour être sûr de convaincre les enfants qui seraient peut-être réticents que c'est exactement la même chose et pourtant noix et pommes de pin n'ont rien à voir les unes avec les autres, je vais mettre en face de chaque noix une pomme de pin. Regardez, c'est une correspondance 1-1. Bon, je ne vais pas m'exprimer comme ça, hein, mais chaque fois qu'il y a une noix, il y a une pomme de pin. Donc, il y a le même nombre, même si ça n'est pas du tout la même chose. Je peux également travailler la variance de 7 selon la disposition spatiale, c'est-à-dire rassembler toutes mes noix ou au contraire les écarter. Ça ne change pas le nombre. J'ai exactement la même chose. Et on compte pour s'en persuader. Mais on ne se contente pas de compter. Attention, donc ça je vous ai mis en garde. Il ne faut pas que ça devienne une leçon de comptage. On doit compter à certains moments, mais on doit surtout dépasser ce comptage-là. J'en ai 7 qui sont rassemblés, j'en ai 7 qui sont dispersés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai créé du vide entre chaque noix. Hein? Donc, faites l'avocat du diable. Regardez, là, j'occupe quand même beaucoup plus d'espace avec ma deuxième configuration qu'avec ma première. Comment expliquez-vous ça? Et pourtant, vous me dites que vous avez le même nombre. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, je suis désolée, mais j'occupe plus de place avec mes noix écartées qu'avec mes noix rassemblées. Faites parler les enfants, faites-les réfléchir. Il y a du vide entre les noix qu'il n'y avait pas forcément dans la première configuration. Mais ça n'a pas changé le nombre. Le vide n'apporte pas une modification du nombre. Et enfin, selon le contenant, vous mettez les noix dans un petit panier ou dans un grand panier. Est-ce que ça change le nombre? Non. Simplement, il n'y avait pas d'espace libre dans le petit panier qu'il y en a dans le grand panier. De nouveau, ce sont des arguments. On fait oraliser l'enfant. C'est lui qui doit exprimer ça avec ses propres mots. Et c'est vous qui devez amener ce dialogue-là avec les enfants. Essayez vraiment de les faire réfléchir. On compte, certes, mais on ne fait pas que. C'est surtout amener ici des arguments. Tiens, pourtant j'ai un plus grand panier. Oui, mais il y a du vide à la place. C'est un petit peu comme la disposition spatiale. Donc, ça n'a pas augmenté le nombre. Je mets les enfants dans la classe, je les mets dans la cour de récréation. Si à la même classe et qu'il n'y a pas d'autres enfants qui viennent s'ajouter, il n'y aura pas plus d'enfants. C'est pas parce que je vous mets dans le gymnase à la place du local classe que tout d'un coup, on va avoir 5 enfants en plus. Faites-les rire, faites-les également réfléchir à travers cet humour. Je travaillerai aussi l'aspect cardinal du nombre 7 en disant tiens, je vous propose, moi j'ai amené un appareil photo, un appareil photo qui va me permettre de développer immédiatement les photos, et je vous propose, on va tous aller en balade, les enfants. Donc voilà, je les fais sortir du local classe, ça fera du bien, d'accord. On va aller en balade dans notre école, et vous allez me dire quels sont vos endroits préférés de votre école. Alors, le message est positif ici. C'est aussi pour ça que j'ai conçu ça. J'aime bien certains endroits de mon école. Donc, par extension, j'aime bien mon école. C'est bien de voir la positivité. Donc, et ce sont les enfants qui vont décider. On s'arrête quand vous voulez. S'il y a quelque chose qui vous plaît, moi, je fais la photo. Donc, les enfants, ici, moi, j'ai pris des photos ici de l'école de Villers-le-Bouillet, qui est l'école de mon village. Donc, voilà. Donc, j'ai pris des photos sur leur groupe Facebook. Donc, vous voyez, il y a photos ici d'enfants dans leur local classe. Et pourquoi pas, j'aime mon local classe. C'est une photo qui peut être prise. J'aime ici l'entrée de mon école. J'aime ce qu'on a fait comme le coin western, là. Ça, j'aime ça. Bon, les enfants vont pouvoir évidemment choisir. L'essentiel est qu'ils choisissent cet endroit, puisque c'est le 7 ici que je suis en train de travailler. Et comme ça va me prendre quand même pas mal de temps, cette balade, j'en profite pour proposer des activités corporelles ou artistiques. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Pendant la balade, comme ça, si jamais je dois sortir, tiens, une fois qu'on sera dehors, chacun va taper 7 fois dans ses mains. Attention à mon signal! Et alors, on commence à taper. Voilà, bruitage en direct, d'accord? Et on va voir ici les enfants qui vont se tromper ou pas.
On pourra même peut-être mettre, pourquoi pas, des petits gages, mais toujours en riant, hein, jamais méprisant ou mettre l'enfant au banc. Ça va? À vous de voir aussi quelle est l'ambiance de la classe. Il y a des ambiances plus positives que d'autres. Si vous voyez que l'ambiance n'est déjà pas au top, ne faites pas les gages. Activité artistique aussi, et pourquoi pas commencer à chanter une petite chanson que vous aurez créée tout au long de la balade sur le nombre 7. Peut-être même que cette chanson existe, je ne sais pas, je n'ai pas fait ici de recherche. En fait, ce que je suis en train de vous proposer, j'ai peut-être mis 10 minutes pour y penser. Donc, ce qui veut dire que vous aurez forcément plus de temps, vous aurez forcément plus d'idées, puisque vous êtes de futurs instits, ce que je ne suis pas. Et ce que je suis en train de vous dire ici, ce sont des pistes, sûrement pas des obligations ou des conseils très appuyés. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, je serai en stage. D'abord, je prendrai plus que 10 minutes, ce que j'ai pris ici pour penser, mais voilà à quoi je penserai. Mais vous êtes tout à fait libre d'avoir d'autres idées. Je vous donne des pistes et uniquement des pistes. L'aspect ordinal, je pourrais également le travailler. Je réorganise cette fois-ci à partir de mes photos. On les a prises dans un certain ordre. Est-ce que vous vous rappelez, les enfants? J'en ai mis que 3 moi ici, hein, évidemment. Mais j'organise une espèce de flèche du temps. Parce que l'aspect ordinal, ça sert aussi à ça sert à se situer dans le temps. Est-ce que je suis au premier jour? Est-ce que je suis au premier mois? Tout ça, ça peut se travailler. L'aspect ordinal, ça se travaille en liaison avec l'histoire, donc c'est-à-dire le temps. Ça se travaille également par des simples consignes. Julie va chercher dans la 3e armoire quelque chose. L'enfant se lève, il n'a même pas l'impression de travailler l'aspect ordinal. Et pourtant, quand vous êtes en train de dire la consigne « va chercher dans la 3e armoire », 3e, vous êtes en train de travailler l'aspect ordinal du nombre. Hein. Donc ici, je reviens à mes photos. Toujours, réutiliser le matériel parce que sinon, ça va vous bouffer un temps pas possible. Donc je reprends mes photos. Évidemment, il faut que ça suive la balade. Hein, ça, l'enfant ne se rappellera pas l'ordre des photos si vous le faites 3 jours après. Donc directement après ma balade, je rentre en classe. Tiens, on va classer ici les photos que vous m'avez demandé de prendre par ordre dans lequel on les a prises. Donc, première photo, j'étais en classe, vous m'avez dit que la classe, c'est un endroit qui vous plaisait bien. Hop, c'était ma première photo. Ensuite, je suis sortie, je suis tombée sur le coin western. Et enfin, je continuais toujours ma balade et je suis allée jusqu'à l'entrée de l'école. Donc, c'est installé en ordre. Première photo, deuxième photo, troisième photo, etc. Et enfin, la décomposition du nombre 7, je reviens à mes noix. J'ai 7 noix ici et puis j'installe 2 paniers avec ici 2 photos, hein, une photo pour chaque panier, photo d'un petit écureuil pour un panier, photo d'une petite fille pour un autre panier et je vais demander à l'enfant, tiens, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous avez 7 noix au départ et vous allez les partager entre l'écureuil et la petite fille. La petite fille, c'est l'enfant en question, hein. Ici, qu'est-ce que je vais donner à l'écureuil et qu'est-ce que je vais prendre pour moi? Mettez ce que vous voulez dans chacun des paniers. Alors, certains enfants auront mis 4 noix à l'écureuil, 3 noix pour eux, donc pour la petite fille. D'autres seront peut-être plus généreux pour l'écureuil, hein, mettront la totalité des noix pour l'écureuil et aucune noix pour la petite fille. Et en tout cas, vous faites alors la collecte de tout ce qui aura été proposé par les enfants. Tiens, je vais commencer. Kevin, par exemple. Donc, tu as tes 2 paniers. Combien de noix as-tu mis à l'écureuil et combien de noix as-tu mis à la petite fille? Vous voyez, c'est la dichotomie ici qui s'installe non pas par les couleurs, mais par soit écureuil, soit petite fille. Et on doit partager, ainsi je pars du nombre 7, on doit partager le nombre de noix ici avec les 2 paniers. Et vous aurez différentes propositions.
Et vous relevez alors, est-ce que quelqu'un a fait la même proposition que celle de Kevin? Oh, ok, alors je ne vous entends pas pour cette fois-ci, j'entends ceux qui ont fait des propositions différentes. Et vous faites le relevé de toutes les propositions différentes. Et il y a des chances que vous reconstituiez la totalité de la maison de 7. Si ça n'est pas le cas, on pose alors la question aux enfants. Alors vous avez des propositions très intéressantes, elles sont toutes exactes, mais il m'en manque encore quelques-unes. Est-ce que par hasard, vous ne pouvez pas avoir d'autres répartitions que celles que vous avez proposées? Allez, réfléchissez. Et comme ça, vous avez la totalité des propositions et votre décomposition, elle est bien travaillée. Vous voyez, donc, j'ai mis un exemple d'activité pour chacun des aspects travaillés. Je n'ai pas proposé ici de feuille d'exercice, ce qu'il faudra faire à un moment donné, hein, bien évidemment, mais comme je vous ai déjà donné des exemples de feuilles d'exercice sur le nombre 8, j'ai préféré travailler ici avec de la manipulation. Je suis restée au stade manipulatoire tout le temps, mais j'ai travaillé les 4 aspects. Et c'est un matériel qui ne m'a rien coûté, à part le fait d'avoir un appareil photo, évidemment, qui développe immédiatement, mais on peut avoir d'autres idées, hein, sans souci. Vous pouvez le faire ici avec votre GSM et installer alors pour la fois suivante, sauver vos photos sur un fichier Word que vous allez exposer en classe. Hein. Donc ça, il y a toujours moyen de contourner l'achat d'un matériel et de façon à ce que ça vous coûte le moins possible. Mais pensez à réutiliser votre matériel, sinon vous n'allez pas vous en sortir avec le nombre d'activités par nombre, ça va être énorme. Pensez peut-être à vous échanger le matériel. Tiens, tu as étudié le nombre 8 en première semaine, moi je l'ai en deuxième semaine, est-ce qu'on ne peut pas échanger notre matériel? Je te revaudrai ça avec d'autres leçons. Voilà, pensez à faire du matériel, je vais dire naturel. Ce n'est pas plus mal. Je suis vraiment en faveur de l'école du dehors, hein, surtout pour des enfants aussi jeunes. Donc pourquoi même ne pas faire une balade à côté de l'école, bien sûr en sécurité, et aller ramasser votre matériel avec les enfants. Ça peut être l'occasion d'une sortie éducative par rapport à un cours de sciences, par exemple, ou quelque chose comme ça. J'espère en tout cas que les idées sont plus claires. Je vous répète que vous êtes absolument maître à bord. Il y a quand même des choses qui sont imposées. Le fait probablement, mais ça ce sera votre maître de stage qui vous le dira ou non, d'avoir une semaine pour étudier un nombre. À voir, hein. C'est le cas dans la majorité des écoles de stage, mais peut-être que dans votre école à vous, ce ne sera pas le cas. Si c'est le cas, en tout cas durant la semaine, travaillez les 4 aspects. Mais vous pouvez placer ça quand vous voulez. Si vous avez envie de faire de l'ordinal avant du cardinal, c'est vous qui voyez. Travaillez également les différents stades. Alors là, on n'a pas trop le choix, mais par contre, on n'a pas trop le choix dans l'ordre. Hein. On commence par le manipulatoire et puis le semi-concret pour terminer par le concret et l'abstrait. Par contre, le temps que vous consacrez à chacune de ces 4 étapes, c'est vous qui voyez. Est-ce que vous allez faire plus de manipulation? Est-ce que vous allez faire plus de semi-concret? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez surtout en fonction de l'état d'esprit des enfants. Soyez très attentifs ici à l'ambiance générale, je veux dire. Vous allez voir à un moment donné, si vous avez prévu des feuilles, que les enfants vont peut-être s'agiter, commencer à s'agiter, parler, se lever. Si vous ne faites pas quelque chose, ça risque peut-être de mal se finir dans le sens où l'apprentissage ne sera plus productif. Hein. Vous n'aurez normalement pas de gros problèmes de discipline en P1. Donc, à vous de sentir ici l'ambiance de la classe et si vous voyez qu'il est temps de passer à autre chose, passez à autre chose. Personne ne vous en voudra. Il faudra que vous ayez vos préparations à un pot commun de toutes les activités et en ayant en tête toutes ces activités, il serait opportun que je passe à telle ou telle activité en fonction de l'ambiance de la classe, en fonction de la fatigue des enfants, en fonction de leurs envies. Santé, ici, ça commence à être un métier assez intuitif. Vous devez ressentir ici l'état d'esprit de tous les enfants
et vous adapter en fonction. Et aller pêcher dans votre banque d'activités celle qui correspondra à l'humeur du moment. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'apprentissage des nombres en première année primaire. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses. J'espère que vous avez les idées plus claires. Je suis consciente que ça va vous perturber parce que c'est un métier très différent que d'enseigner en PA ou en P6. Je vous ai dit ici, on est plus dans l'intuitif, dans le ressenti, alors qu'en P6, vous avez démarche scientifique, telle étape, etc. C'est assez contraignant. Ici, c'est moins contraignant. Vous avez juste 4 aspects et 4 stades, mais vous les placez comme vous voulez, quand vous voulez, en fonction de l'humeur et de la fatigue des enfants. Au bout du compte, en tout cas, le bilan sera tel que les 4 aspects et les 4 stades auront été abordés durant la semaine. C'est tout ce qu'on vous demande. Et que l'enfant, donc, ait cet apprentissage du nombre qui soit acquis maintenant, qui soit maîtrisé. Et qui puisse passer la semaine suivante au nombre directement supérieur. J'espère que ça a été clair, je le redis encore une fois, c'était vraiment l'objectif de cette capsule-ci, vous aider, faire du pratico-pratique, et je me réjouis de voir ce que vous en aurez fait lors de mes visites de stage. Merci beaucoup pour votre attention.